Je ne pense pas que quiconque rêve d'une enfance comme la mienne. Pour moi, la famille était censée représenter la sécurité, l'amour et la chaleur, mais ce n'était que des choses que je voyais à la télévision ou dont j'entendais parler par d'autres enfants. Lorsque ma mère, Linda, a épousé Richard, j'ai pensé que les choses allaient peut-être enfin s'améliorer. J'avais tort. Linda était distante. Je ne sais pas si elle a toujours été ainsi ou si cela s'est produit progressivement avec le temps, mais au moment où j'étais assez grande pour m'en rendre compte, elle ressemblait plus à une colocataire qui entrait et sortait de ma vie qu'à une vraie mère. Elle était constamment occupée, toujours à s'occuper de la maison, ou plus probablement de Richard et de son fils, Brian, qui était parfait à ses yeux. Je me sentais comme un figurant dans une pièce de théâtre où j'étais censée être le personnage principal, mais j'étais plutôt l'étrangère, la seule personne qui ne s'intégrait jamais vraiment. Dès le début, Richard n'a pas essayé de cacher ce qu'il ressentait pour moi. Il agissait comme si mon existence même était un problème auquel il devait faire face, et pas de manière subtile, comme s'il était le maître de maison. Non, c'était évident, bruyant et implacable. Il y avait du dégoût dans ses yeux chaque fois qu'il me regardait, comme si j'avais interrompu sa vie parfaite par ma simple présence. Il n'était pas timide non plus avec ses opinions. Tout ce que je faisais était mal, et il s'assurait que je le sache. Jessica, pourquoi ne peux-tu pas être plus comme Brian? Se moquait-il, croisant les bras et secouant la tête vers moi à table, où chaque repas était une épreuve à laquelle je semblais échouer. Brian, bien sûr, était l'enfant chéri. C'était le fils de Richard de son premier mariage, et même s'il n'avait qu'un an de plus que moi, il avait cette confiance tranquille qui faisait que tout le monde l'aimait, ou du moins c'est ce qu'il me semblait. Brian n'était pas méchant avec moi directement, mais il ne me facilitait pas la tâche non plus. Il me regardait comme son père, avec la même indifférence hautaine, comme s'il savait que je ne ferais jamais partie de leur monde. Je me sentais si seule dans cette maison. Ma mère, Linda, semblait perdre la voix chaque fois que Richard était près d'elle. Elle lui souriait et acquiesçait, les yeux doux, avec ce mélange étrange d'adoration et de peur. C'était comme si elle avait oublié que j'existais la plupart du temps, ne me reconnaissant que lorsque Richard ou Brian n'étaient pas là. Les rares fois où je lui ai demandé pourquoi elle laissait Richard me traiter comme il le faisait, ses réponses étaient évasives, comme si elle était trop fatiguée pour même y penser. « Jessica, c'est juste qu'il est strict, il veut ce qu'il y a de mieux pour toi, » disait-elle de ce ton vide, sans même me regarder pendant qu'elle parlait. J'ai arrêté de lui demander après un certain temps. Mais ce n'était pas que des mots. Richard n'avait pas peur de s'assurer que je reste à ma place. Je me souviens d'une fois où je suis rentrée de l'école avec un bulletin scolaire qui n'était pas parfait, principalement des mentions bien avec quelques très bien. Je pensais avoir bien fait, compte tenu du fait que je devais me faufiler pour étudier avec toutes les corvées que Richard me donnait. Mais dès que je lui ai donné, j'ai su que ce ne serait pas suffisant. « Tu appelles ça des efforts ?» a-t-il lancé, la voix dégoulinante de mépris. Il a froissé le papier dans sa main et me l'a rendu. « Jessica, pourquoi ne peux-tu pas être comme Brian? Tu vois ça? » Il a sorti le bulletin de Brian du tiroir de la table, exhibant une rangée parfaite de très bien comme s'il s'agissait d'une œuvre d'art. Je voulais crier, lui dire à quel point il était injuste, à quel point c'était plus difficile pour moi. Mais quand j'ai ouvert la bouche, les mots sont restés coincés dans ma gorge, et tout ce qui est sorti a été un faible « j'essaie ». Il a secoué la tête et a murmuré « et c'est plus fort », avant de m'ordonner d'aller dans ma chambre. Et Linda, elle regardait simplement. Elle regardait toujours, avec un petit sourire triste sur le visage, comme si elle était désolée, mais qu'elle avait trop peur de dire quoi que ce soit. Parfois, je m'asseyais dans ma chambre pendant des heures, à regarder les murs, sentant que je m'enfonçais dans le sol. Ces murs étaient la seule chose qui écoutait ma voix, la seule chose qui semblait contenir ma douleur. Ils ne jugeaient pas, n'ignoraient pas et ne me faisaient pas sentir comme si j'étais une erreur. Il arrive un moment où l'on ne peut plus supporter davantage, et pour moi, ce moment est arrivé une nuit après une dispute qui m'a laissée tremblante. J'étais à 17 semaines de l'obtention de mon diplôme, et je m'étais couchée tard pour terminer un projet scolaire. Richard était rentré tard d'une réunion de travail ou autre, puant l'alcool. Il m'a regardé, penché sur mes livres à la table de la cuisine, et s'est moqué. « Tu crois que tu vas arriver quelque part avec ces bêtises? Pour qui te prends-tu? » Quelque chose en moi s'est brisé cette nuit-là. Je n'ai même pas répondu. Je suis simplement allée dans ma chambre, j'ai fermé la porte et je me suis assise là, dans l'obscurité, la tête remplie d'une seule pensée. Je devais partir. Je devais sortir de cette maison avant qu'elle ne m'engloutisse complètement. Le lendemain matin, je suis allée à l'école en me sentant différente, comme si une porte que je n'avais pas remarquée auparavant s'était ouverte. Ma meilleure amie, Sarah, l'a également remarqué. Sarah est une présence calme et constante dans ma vie, quelqu'un qui ne se mêle pas de mes affaires, mais qui est toujours là quand j'ai besoin d'elle. Elle était au courant de ma situation familiale depuis des années, et même si je ne lui ai jamais tout raconté, elle comprenait suffisamment. Ce matin-là, elle m'a regardé avec un mélange d'inquiétude et de soulagement quand je lui ai dit « Je pars. Je ne peux plus rester là-bas. »
Sarah a hoché la tête, sans dire un mot, me prenant simplement la main. J'ai eu l'impression que c'était la première fois que quelqu'un était vraiment de mon côté. Ce soir-là, j'ai fait une valise avec quelques vêtements, de l'argent que j'avais économisé en donnant des cours particuliers et mes livres préférés, des morceaux de réconfort que je n'étais pas prête à laisser derrière moi. Je ne l'ai dit ni à Linda ni à Richard. Je ne voulais pas de leur voix dans ma tête, je ne voulais pas qu'ils me tirent vers le bas juste au moment où je rassemblais le courage de me libérer. Mais, bien sûr, les choses ne se sont pas passées aussi simplement. Linda a remarqué la valise au moment où elle m'a vue dans le couloir. Elle est restée là, son regard allant de mon visage à la valise comme si elle essayait de comprendre ce qui se passait. Jessica, Kay, Phase 2? Sa voix était faible, hésitante, mais pas avec la peur à laquelle je m'attendais. Il y avait un calme étrange, comme si elle avait su que cela allait arriver. Yepars, maman. Je ne peux plus vivre ici. Les mots sont sortis plus forts que je ne l'avais imaginé, une force que je ne savais pas que j'avais en moi. Elle a cligné des yeux, sa bouche s'est légèrement ouverte avant de se refermer. Puis elle a ri, un son doux et amer. Et où penses-tu aller? Tu n'as rien, Jessica. Ce monde n'est pas gentil avec les filles comme toi. Je préfère affronter ce qui est là-bas plutôt que de rester ici, ai-je dit, sans reculer. Elle a soupiré, secouant la tête comme si j'étais une enfant faisant une crise de colère. Tu reviendras, a-t-elle murmuré, se retournant. Je suis partie avant que Richard ne rentre à la maison, le poids de ses mots me suivant. Je ne savais pas ce qui allait se passer, où j'allais ou à qui je m'adresserais, mais je me sentais plus légère que je ne l'avais été depuis des années. Les premières nuits, j'ai dormi sur le canapé de Sarah. Sa famille me connaissait assez bien, et sa mère m'a proposé de rester aussi longtemps que nécessaire. C'était tentant, mais je ne voulais pas être un fardeau pour eux. J'avais besoin de me débrouiller seule. Un après-midi, alors que je cherchais des offres d'emploi à la bibliothèque locale, j'ai rencontré quelqu'un qui allait tout changer. Elle s'appelait Marissa, une femme aux yeux brillants d'une trentaine d'années qui dirigeait un café local. Elle m'a vu en train de regarder les offres d'emploi sur le tableau d'affichage communautaire et s'est approchée, me tendant un dépliant. Nous cherchons de l'aide au magasin. Intéressé? J'ai regardé le dépliant. Les mots barista recherchés me fixaient. Ce n'était pas glamour, mais c'était un début. J'ai acquiescé, et à la fin de la semaine, je pointais pour mon premier quart de travail. Marissa est rapidement devenue plus qu'une patronne. Elle était comme la sœur que je n'avais jamais eue, une mentor qui semblait comprendre ce que je traversais sans que je dise un mot. Elle avait traversé ses propres batailles, et il y avait une force en elle que j'admirais profondément. Elle me donnait des quarts de travail supplémentaires quand j'en avais besoin, me donnait un sandwich quand elle pensait que j'avais l'air fatiguée, et une fois, quand elle m'a surprise en train de pleurer dans la salle de pause, elle s'est simplement assise avec moi, la main sur mon épaule. Vivre de façon indépendante était plus difficile que je ne l'avais imaginé. Le loyer, la nourriture et les factures s'accumulaient, et je me suis retrouvée à économiser chaque dollar. Mais pour la première fois, j'avais l'impression que ma vie était la mienne, et non un spectacle de marionnettes contrôlé par Richard et Linda. Chaque fois que j'avais envie d'abandonner, je pensais à eux et je me rappelais pourquoi j'étais partie. L'idée de revenir me faisait continuer. Un jour, sortie de nulle part, Linda est apparue au café. Elle semblait déplacée parmi le décor joyeux et l'odeur du café fraîchement moulu. Son visage était tendu et décharné. Marissa était au comptoir, et j'étais à l'arrière-boutique quand elle m'a appelée. « Jess, quelqu'un est venu te voir », a-t-elle dit, la voix prudente, comme si elle pouvait sentir la tension. Je suis sortie, le cœur battant la chamade. Linda m'a regardé de haut en bas, son regard froid et évaluateur. « Jessica, tu as prouvé ce que tu voulais. Maintenant, rentre à la maison. » J'ai respiré profondément, me tenant ferme. « Je ne vais pas revenir, maman. Je suis heureuse ici. » Elle a ri, un son aigu et vide. « Heureuse de vivre comme ça? Tu gâches ta vie, Jessica. Tu n'as pas d'avenir ici. » Marissa, qui avait observé en silence depuis le comptoir, est intervenue. « Excusez-moi, madame, mais Jessica a un emploi et une place ici. Elle se débrouille bien. » Le visage de Linda s'est tordu de colère, et pendant un instant, j'ai pensé qu'elle allait crier. Mais au lieu de cela, elle a simplement secoué la tête, me regardant avec une étrange tristesse. « Tu vas le regretter », a-t-elle murmuré avant de sortir par la porte. Il m'a fallu des heures pour me débarrasser de ces mots. Marissa a été une présence constante, me rappelant que j'avais pris une décision et que j'avais parfaitement le droit de construire ma propre vie. Pourtant, la visite de Linda m'a laissée nerveuse. Avec le temps, j'ai commencé à trouver mon rythme. J'ai économisé assez pour un petit studio à la périphérie de la ville. Ce n'était pas grand-chose, à peine assez de place pour un lit et une table, mais c'était le mien. Marissa m'a aidé à déménager, et nous avons passé la soirée à peindre les murs d'un jaune joyeux, riant et parlant comme si nous nous connaissions depuis toujours. Malgré les défis, je me suis enfin sentie libre.
La peur et la honte qui m'avaient hanté pendant des années ont commencé à s'estomper, remplacées par une fierté silencieuse. Non seulement je survivais, mais je construisais quelque chose pour moi-même. Mais le passé a une façon de vous rattraper. Un soir, alors que je fermais le magasin, Richard est apparu. Il n'avait pas bien vieilli. Son visage était plus dur, ses yeux plus froids que dans mes souvenirs. Il n'a pas dit un mot, il est resté là à me regarder avec le même mépris que toujours. « Que veux-tu » ai-je demandé, forçant ma voix à rester ferme. Il a haussé les épaules, regardant autour du magasin comme si cela le dégoûtait. Linda était inquiète. « J'ai pensé venir te voir. » Je savais que c'était un mensonge. Linda ne s'inquiétait pas pour moi. Elle ne l'avait jamais été. « Je vais bien. Tu peux partir maintenant. » Il a fait un pas plus près, baissant la voix. « Tu te crois meilleur que nous maintenant, à vivre ici, à travailler dans ce taudis. » J'ai senti ma colère monter, mais j'ai gardé ma voix calme. Peut-être que je le suis, Richard. Peut-être que je suis enfin à ma place. Il a reniflé, secouant la tête. Tu seras toujours une déception, Jessica. Mais pour la première fois, ces mots ne m'ont pas blessé. Ils ne signifiaient rien. Je l'ai simplement regardé partir, ressentant un étrange sentiment d'aboutissement. Je m'étais échappé, j'avais construit une vie, et personne ne pouvait me l'enlever. J'ai appris l'existence du testament presque par accident, mais une fois que j'ai su, je n'ai pas pu m'empêcher d'entendre les mots, je n'ai pas pu m'empêcher de voir les papiers qui m'effaçaient effectivement de toute place que j'aurais pu occuper dans leur vie. Cela a commencé par un appel téléphonique, une voix que je n'ai pas reconnue disant « Jessica, je suis Martin Hale, l'avocat de la famille. Nous avons besoin que vous veniez à la lecture du testament de votre beau-père. » Les mots m'ont donné des frissons. Je n'avais pas vu Richard ni Linda depuis des années, pas depuis cette dernière confrontation au café, mais je savais que les choses n'allaient pas bien à la maison. Sarah, ma meilleure amie, vivait toujours dans le coin, et elle me tenait au courant de temps en temps. La santé de Richard s'était détériorée, et Brian prenait de plus en plus de responsabilités dans les affaires de la famille. Le plus jeune fils, Daniel, que Richard avait eu avec Linda après mon départ, était maintenant plus âgé et venait de commencer l'université. Apparemment, Linda l'adorait d'une manière qu'elle ne l'avait jamais fait avec moi. Je me suis présentée au cabinet d'avocat un mercredi matin pluvieux, le cœur battant fort en entrant dans le bâtiment. La réceptionniste m'a indiqué une petite salle de conférence où Linda, Brian et quelques autres personnes étaient déjà assis. Linda a levé les yeux quand je suis entrée, ses yeux se sont ouverts de surprise avant de se plisser rapidement. Elle n'a rien dit, elle est simplement retournée au papier qu'elle avait devant elle, mais l'air entre nous était lourd de tension. Brian m'a à peine reconnu. Il était assis à côté d'une femme que je ne connaissais pas, une jeune avocate élégante nommée Rachel Lagne. Rachel m'a jeté un regard impassible puis a continué à feuilleter sa pile de documents. Quand Martin Hale est enfin arrivé, il n'a pas perdu de temps. Il s'est assis au bout de la table, a ajusté ses lunettes et a commencé à lire le testament. Je me suis assise là, les mains serrées sur mes genoux, pendant qu'il énumérait les divers biens de Richard, ses investissements, ses propriétés, ses comptes bancaires. C'était plus que ce que j'avais imaginé. Tout semblait si étranger à ma vie, comme si je lisais une liste de courses pour la famille de quelqu'un d'autre. Puis Martin s'est arrêté, regardant autour de la salle avant de continuer. À mes fils, Brian et Daniel, je lègue la totalité de mes biens, à partager à parts égales entre eux. Cela inclut toutes les propriétés, les comptes financiers et tous les autres biens personnels restants. J'ai attendu, retenant mon souffle, attendant d'entendre mon nom. Mais il n'est pas venu. Le silence s'est prolongé, et quand j'ai finalement levé les yeux, j'ai vu Linda me regarder avec un regard de satisfaction, comme si c'était le dernier mouvement d'un jeu qu'elle avait attendu de gagner. C'est tout, ai-je réussi à dire, la voix à peine audible. Martin m'a lancé un regard compatissant. Je suis désolé, Jessica. Richard n'a laissé aucune disposition pour vous dans son testament. Les mots ont été comme un coup de poing dans l'estomac. Je suis restée assise là, regardant mes mains, ressentant un étrange vide. Il ne s'agissait pas de l'argent. J'avais construit une vie par moi-même sans son aide. Mais c'était une confirmation finale, un rejet qui m'a frappé d'une manière que je n'avais pas prévue. J'avais toujours su que j'étais une étrangère, mais l'entendre officialiser était quelque chose de complètement différent. Après la réunion, alors que les gens sortaient, Rachel, l'avocate que j'avais vue plus tôt, s'est approchée et m'a discrètement remis sa carte. « Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter », a-t-elle dit d'une voix douce et calme. Il y avait quelque chose dans son ton, une lueur d'empathie à laquelle je ne m'attendais pas. J'ai pris la carte, hochant la tête, trop abasourdi pour dire quoi que ce soit d'autre. Je suis sorti du cabinet d'avocat dans un état second, la plie tombant autour de moi. Sarah m'a appelé ce soir-là, et je lui ai tout raconté, les mots jaillissant avant que je puisse les arrêter. Elle a écouté, silencieuse et ferme, me laissant me défouler jusqu'à ce que je sois enrouée. Ils t'ont toujours traité comme ça, Jess. Cela ne change pas qui tu es,
a-t-elle dit, d'une voix douce mais ferme. Mais j'ai l'impression que, je ne sais pas, comme si je n'avais jamais vraiment été là, ai-je murmuré, la voix à peine audible. Tu étais là, a-t-elle insisté. Tu as simplement construit quelque chose de mieux pour toi-même, et ils ne savent pas comment gérer ça. Pendant les semaines qui ont suivi, j'ai essayé de laisser tomber. Je me suis enfouie dans le travail, dans la vie que j'avais construite, essayant d'ignorer la douleur qui persistait. Mais il semblait que, peu importe où j'allais, je ne pouvais pas y échapper. Un soir, Marissa, ma patronne au café, m'a trouvée assise dans la salle de pause, le regard perdu dans le vide. « Et, ça va » m'a-t-elle demandé, s'asseyant en face de moi. J'ai secoué la tête, incapable de trouver les mots. Mais Marissa n'a pas insisté. Elle s'est simplement assise là avec moi, sa main sur la mienne, une présence silencieuse qui me rappelait que je n'étais pas seule. C'est à peu près à cette époque que Rachel, l'avocate, m'a recontactée. Elle a laissé un message vocal disant qu'elle avait des informations qui pourraient être pertinentes pour moi. Une partie de moi voulait l'ignorer, faire comme si je m'en fichais. Mais la curiosité a été la plus forte. Je l'ai appelée et j'ai convenu de la rencontrer. Nous nous sommes retrouvés dans un petit café, où Rachel a posé des documents devant moi. J'ai enquêté, a-t-elle dit avec prudence. Richard ne vous a pas mentionné dans le testament, mais il y avait des incohérences inhabituelles dans ses dossiers financiers. J'ai pensé que vous voudriez peut-être le savoir. Mon cœur battait fort pendant qu'elle m'expliquait que Richard avait créé plusieurs fonds au nom de Brian et Daniel au fil des ans, transférant de grosses sommes d'argent de ses comptes personnels. Ce n'était pas illégal, mais j'ai eu l'impression de recevoir une autre gifle, un rappel qu'il avait toujours prévu pour eux, qu'il les avait toujours fait passer en premier, tandis que moi, j'avais été laissée à moi-même. Rachel m'a regardé, son expression s'est adoucie. Je sais que c'est beaucoup à digérer, mais si jamais vous avez besoin d'aide, ou même juste de quelqu'un à qui parler, je suis là. Ce soir-là, je me suis assise seule dans mon appartement, avec le poids de tout cela sur moi, le testament, le rejet, les années à me sentir comme une étrangère. Tout semblait trop lourd. J'ai pensé à appeler Linda, à la confronter, à exiger des réponses. Mais je savais que cela ne changerait rien. Pendant les semaines suivantes, j'ai commencé à voir un thérapeute, quelqu'un que Marissa m'avait recommandé. Le docteur Green était une femme calme et gentille, à la voix douce, qui m'a aidé à commencer à démêler le réseau d'émotions que je portais depuis des années. Au cours de nos séances, j'ai commencé à comprendre que le rejet de ma famille ne me définissait pas, que leur décision de m'exclure était le reflet d'eux-mêmes, pas de moi. Un jour, en parcourant de vieilles photos, j'en ai trouvé une de moi enfant, souriant à la caméra avec une étincelle de joie dans les yeux. En regardant cette photo, j'ai ressenti une vague de protection. Cette petite fille méritait mieux, et il me revenait de lui donner la vie qu'elle aurait dû avoir. Le testament, l'exclusion, les années à avoir l'impression de n'appartenir à nulle part, tout cela était douloureux. Mais cela ne devait pas me contrôler. J'avais construit une vie par moi-même, une vie remplie de gens qui m'aimaient, qui me voyaient pour qui j'étais, et c'était quelque chose que Richard ne pourrait jamais m'enlever. L'appel qui a changé ma vie est arrivé un mardi après-midi ordinaire. Je nettoyais les tables du café, me préparant à fermer, quand mon téléphone a sonné avec un numéro inconnu. Normalement, je l'aurais ignoré, mais quelque chose m'a poussé à répondre. La voix à l'autre bout du fil était calme, professionnelle, avec un léger accent britannique. « Bonjour, est-ce que je parle à Jessica Walker ?» a demandé la femme. « Oui, c'est moi », ai-je répondu, essuyant mes mains sur mon tablier. « Je m'appelle Alice Thompson. Je vous appelle de la part du cabinet d'avocats qui représente la succession de votre défunte tante Mary Benson. Avez-vous un moment pour parler ?» Je me suis figée. Je n'avais vu tante Marie qu'une poignée de fois quand j'étais enfant. C'était la sœur aînée de ma mère, une femme mystérieuse qui vivait à l'autre bout du pays. Mes souvenirs d'elle étaient flous, principalement des images d'une grande femme avec un air d'élégance et d'indépendance, toujours vêtue de couleurs vives, toujours se déplaçant avec un but. C'était une de ces personnes que l'on n'oublie jamais, même si on ne les connaît pas bien. Oui, je me souviens d'elle, ai-je dit lentement, essayant de comprendre ce qu'elle venait de dire. Mais pourquoi m'appelez-vous ? Alice a marqué une pause avant de répondre. Votre tante Marie est décédée il y a quelques mois, et dans son testament, elle vous a nommé comme l'une de ses bénéficiaires. J'aimerais fixer un rendez-vous pour que vous veniez à notre bureau et que nous discutions des détails. Beneficiaire. Le mot est resté suspendu dans l'air, aussi irréel que si elle m'avait dit que j'avais gagné à la loterie. J'ai balbutié une réponse, acceptant de la rencontrer au cabinet le lendemain. Ce soir-là, je me suis couchée, l'esprit en ébullition. La mort de tante Marie était un choc, mais l'idée qu'elle m'ait laissé quelque chose était presque impossible à assimiler. Nous n'avions pas été proches. Elle était plutôt une légende lointaine dans ma famille. Que pouvait-elle m'avoir laissé ? Le lendemain matin, je suis arrivée tôt au cabinet d'avocats, les nerfs à vif. Le cabinet était situé dans un élégant bâtiment ancien du centre-ville, le genre d'endroit où je ne me serais jamais imaginé entrer.
Alice Thompson m'a accueilli dans le hall, une grande femme vêtue d'un tailleur élégant et au visage sérieux mais aimable. Elle m'a conduite dans une petite salle de conférence, où elle m'a remis une épaisse enveloppe. Voici les détails de la succession de votre tante, a-t-elle expliqué, m'observant attentivement. Je comprends que cela puisse être une surprise, mais la succession de Madame Benson s'élève à environ 8 millions de dollars. Elle vous a tout laissé? Pendant un instant, je n'ai pas pu respirer. 8 millions de dollars? Mes mains tremblaient tandis que je tenais l'enveloppe, l'esprit en tourbillon. J'avais l'impression que l'univers s'était retourné, comme si la réalité elle-même s'était transformée en quelque chose d'irréconnaissable. Êtes-vous sûr? Ai-je murmuré, à peine capable d'articuler. Alice a hoché la tête, avec une expression bienveillante. Madame Benson a été très claire dans ses souhaits. Elle voulait que vous ayez la totalité de sa succession. Je suis restée assise là, abasourdie, parcourant les détails. Tante Marie m'avait laissé son manoir, une vaste propriété dans le Connecticut, ainsi que divers investissements et comptes. La richesse était écrasante, une somme que je ne pouvais même pas concevoir. J'avais passé ma vie à lutter, à compter chaque centime, et maintenant, soudainement, j'étais millionnaire. En quittant le cabinet, serrant l'enveloppe contre ma poitrine, j'avais l'impression de marcher dans un rêve. L'air extérieur était frais, la ville animée autour de moi, mais tout semblait lointain, comme si je flottais au-dessus de tout. Je n'arrivais pas à le croire. J'étais passé de la difficulté à joindre les deux bouts à plus d'argent que je n'en aurais jamais besoin. De retour à mon appartement, je me suis assise sur le canapé, regardant l'enveloppe, la surprise se transformant lentement en une sorte d'incrédulité vertigineuse. J'ai appelé Sarah, la voix tremblante, racontant la nouvelle. Elle est restée silencieuse un moment avant d'éclater de rire. « Jess, tu es sérieuse? C'est de la folie. » « Je sais, » ai-je dit, riant avec elle, le cœur battant la chamade. Je ne sais même pas quoi en faire. Cela ne semble pas réel. Au cours des jours suivants, j'ai commencé à faire des plans. L'argent m'ouvrait un monde que je n'avais même pas envisagé. Je pouvais acheter ma propre maison, peut-être même voyager, enfin m'éloigner de l'ombre de mon passé. Mais aussi excitant que cela soit, il y avait une étrange tristesse persistante. Tante Marie m'avait tout laissé, mais je la connaissais à peine. Je me suis surprise à penser à sa vie, à ses choix, et à la raison pour laquelle elle m'avait choisi, moi, pour hériter de sa fortune. Un après-midi, j'ai décidé de visiter le manoir. Je ne l'avais jamais vu, j'avais seulement entendu des histoires sur la grande maison où tante Marie avait vécu. En arrivant, j'ai été frappée par sa taille. Une vaste propriété entourée de chênes imposants, avec du lierre grimpant sur les murs. La maison était magnifique, élégante mais mystérieuse, comme la femme qui en avait été propriétaire. J'ai erré dans les pièces, chacune remplie de vestiges de la vie de tante Marie. Les meubles étaient de bon goût, soigneusement choisis, et les murs étaient bordés d'étagères remplies de romans, de poésie et de mémoires. J'ai ressenti un étrange lien avec elle en explorant, comme si je reconstituais la vie d'une femme que j'avais toujours voulu connaître mais que je n'avais jamais eu la chance de rencontrer. Dans le bureau, j'ai trouvé une photo de tante Marie jeune. Elle était impressionnante, avec la même expression de confiance que je me rappelais de mon enfance. Je n'ai pas pu m'empêcher de me demander ce qui l'avait amenée à me tout laisser à moi, une nièce qu'elle connaissait à peine. En regardant autour de la pièce, j'ai ressenti une soudaine détermination. Je voulais honorer sa mémoire, être à la hauteur de la confiance qu'elle avait placée en moi. Au cours des semaines suivantes, j'ai commencé à m'adapter à ma nouvelle vie. J'ai acheté un petit condo en ville, un espace magnifique et lumineux où je pouvais enfin me sentir chez moi. J'ai quitté mon emploi au café, même si dire au revoir à Marissa et à mes collègues a été plus difficile que prévu. Ils avaient été ma famille, mon système de soutien, et les quitter, c'était comme fermer un chapitre de ma vie. Mais aussi reconnaissante que je sois, l'héritage a apporté des complications que je n'avais pas prévues. La nouvelle de ma fortune inattendue s'est rapidement répandue, et bientôt, des personnes dont je n'avais pas eu de nouvelles depuis des années ont commencé à me contacter. De vieilles connaissances, des parents éloignés, même des camarades de classe du lycée dont je me souvenais à peine, voulaient soudainement renouer le contact. C'était comme si l'argent m'avait transformé en quelqu'un d'autre, quelqu'un qu'ils voulaient connaître. Linda et Brian ont également trouvé le moyen de revenir dans ma vie. Cela a commencé par une lettre de Linda, une note soigneusement rédigée arrivée par la poste un soir. Elle ne s'est pas excusée, n'a même pas reconnu les années de négligence, mais a écrit sur la façon dont elle était fière de moi, comment elle avait toujours su que je réussirais. Les mots sonnaient creux, une tentative désespérée de réécrire l'histoire maintenant que j'avais quelque chose qu'elle voulait. Quelques jours plus tard, Brian est apparu à mon condo sans prévenir. Il avait l'air comme dans mes souvenirs, grand, sûr de lui, avec le même sourire suffisant qui m'avait toujours irrité. Mais il y avait une lueur de désespoir dans ses yeux, une vulnérabilité que je n'avais jamais vue auparavant. « Jessica » a-t-il dit d'une voix douce, trop polie, « j'ai pensé que nous pourrions nous rattraper. Tu sais, ça fait longtemps. »
Je l'ai regardé avec incrédulité. Tu veux dire depuis que toi et ton père m'avez ignoré? Depuis que vous avez clairement indiqué que je ne faisais pas partie de la famille. Il s'est déplacé mal à l'aise, forçant un sourire. Allez, Jess, c'était il y a longtemps. Nous sommes une famille. Je veux juste m'assurer que tu vas bien. J'ai secoué la tête, sentant une vague de colère monter en moi. Tu ne te souciais pas de moi à l'époque, et je doute que tu te soucies de moi maintenant. Il ne s'agit pas de la famille, Brian. Il s'agit de l'argent, n'est-ce pas? Il a hésité, son sang-froid s'est brisé un instant. Écoute, les choses ont été difficiles depuis le décès de papa. Les frais de scolarité de Daniel à l'université ne sont pas bon marché, et maman, eh bien, elle ne le prend pas bien. Je l'ai regardé fixement, ressentant une étrange satisfaction. Pour une fois, j'avais le pouvoir. Je n'étais plus la paria. C'était moi qui avais les cartes en main. Mais aussi tentant que cela soit de le rejeter, de lui faire ressentir le rejet que j'avais ressenti, je savais que cela ne changerait rien. Brian, ai-je dit doucement, je ne te dois rien, ni à toi ni à maman. Vous l'avez clairement indiqué il y a longtemps que je ne faisais pas partie de votre famille, alors ne fais pas semblant maintenant. Il m'a regardé avec un air vaincu avant de hocher la tête et de partir sans dire un mot. En le regardant partir, j'ai senti un poids se soulever de mes épaules. L'héritage avait changé ma vie, mais surtout, il m'avait donné la liberté de me défendre enfin. Je n'étais plus la petite fille effrayée qu'ils essayaient de contrôler. J'étais libre, indépendante, et pour la première fois de ma vie, je me sentais vraiment en paix. Cela a commencé petit à petit, presque comme un murmure, quelques appels téléphoniques au hasard, un email poli d'un cousin éloigné et une lettre ou deux de personnes que j'avais presque oubliées. Au début, je n'y ai pas prêté attention, supposant que les messages étaient juste une coïncidence. Mais à mesure que les jours passaient, le schéma est devenu impossible à ignorer. La nouvelle de mon héritage s'était répandue dans la famille comme une traînée de poudre, et soudain, tout le monde semblait sortir du bois. Il n'a pas fallu longtemps avant que Linda ne me contacte. Elle était restée étrangement silencieuse depuis sa dernière lettre, celle où elle essayait de se présenter comme la mère compréhensive qu'elle n'avait jamais été. Mais cette fois, son ton était différent. Elle a appelé tard un soir, avec une voix qui était un étrange mélange de chaleur et de désespoir. « Jessica, ma chérie, a-t-elle commencé, comme si nous étions proches. Comment vas-tu? Je pensais à toi, en espérant que tout aille bien pour toi. » J'ai failli éclater de rire devant le manque de sincérité qui transparaissait dans ses mots, mais je me suis retenue, jouant le jeu pour voir où elle voulait en venir. « Je vais bien, Linda. Juste occupée à m'installer. » Il y a eu une pause, puis un soupir. « Jess, tu sais que les choses ont été un peu difficiles pour nous dernièrement. Je veux dire, avec le décès de ton père et tout, ça a été une vraie lutte. » Sa voix s'est brisée, comme si elle essayait de retenir ses larmes. J'ai presque ressenti une pointe de compassion, mais je me suis rappelé les années que j'avais passées à être ignorée, méprisée et rejetée. « Je suis vraiment désolée, ai-je dit, gardant un ton neutre. » Linda a pris une grande inspiration, puis a dit les mots que j'attendais, mais que je redoutais. « Je pensais qu'avec tout ce que tu as hérité, tu pourrais peut-être nous aider un peu. Tu sais, en tant que famille. » Voilà, la carte de la famille, celle qu'elle n'avait jamais jouée quand j'étais enfant, ou adolescente, ou même une jeune adulte essayant de joindre les deux bouts. Maintenant, soudainement, j'étais de la famille. J'ai pris un moment pour rassembler mes pensées, puis j'ai répondu, « Linda, je ne fais plus partie de cette famille depuis longtemps. » Vous l'avez clairement fait savoir quand vous avez laissé Richard me traiter comme il l'a fait, et quand vous m'avez exclu de vos vies après mon départ. Sa voix s'est tendue, une note d'irritation s'y glissant. C'était il y a des années, Jessica. Nous avons tous changé depuis. Tu ne peux pas garder rancune pour toujours. Peut-être pas, ai-je dit calmement. Mais je ne vous dois rien non plus. J'ai construit ma vie toute seule. Si vous avez des difficultés, je vous suggère de vous débrouiller comme je l'ai fait. La ligne est restée silencieuse, et pendant un instant, j'ai pensé qu'elle avait raccroché. Mais ensuite, elle a parlé, d'une voix froide. Très bien, si c'est comme ça que tu veux être. Mais ne pense pas une seule seconde que je vais oublier ça. Nous sommes ta famille, que ça te plaise ou non. Et les familles s'entraident. Elle a raccroché, me laissant assise là, abasourdie et furieuse. Ces mots ont résonné dans mon esprit pendant des jours, rongeant la détermination que j'avais travaillé si dur à construire. Il semblait que chaque fois que je faisais un pas en avant, il trouvait un moyen de me ramener en arrière, de me rappeler la loyauté tordue qu'il pensait mériter. Mais Linda n'était que le début. Au cours des semaines suivantes, j'ai commencé à recevoir des lettres du côté de la famille de Richard, de personnes dont je me souvenais à peine, un oncle nommé Steve, une cousine nommée Lisa et une tante éloignée nommée Karen, tous semblant sortir de nulle part, chacun avec sa propre histoire triste et sa demande d'aide. Un soir, je me suis retrouvée à ouvrir une lettre de Karen, une femme que je n'avais pas vue depuis mon enfance. La lettre était longue, remplie de langage fleuri et de récits interminables de difficultés.
Elle décrivait comment son mari avait perdu son emploi, comment ses enfants avaient des problèmes à l'école, comment ils étaient sur le point de perdre leur maison. J'ai presque eu pitié d'elle, mais le ton de droit qui se cachait derrière ces mots était impossible à ignorer. Jessica, avait-elle écrit, tu as eu beaucoup de chance, et cela signifierait beaucoup pour nous si tu pouvais partager ne serait-ce qu'une petite partie de ton héritage. Nous sommes une famille, après tout. La phrase « nous sommes une famille » semblait être devenue un mantra, une incantation qu'ils croyaient pouvoir ouvrir les vannes de ma richesse nouvellement découverte. Mais plus ils insistaient, plus ma détermination se renforçait. J'avais passé des années à lutter, à me battre pour construire une vie par moi-même. Maintenant que j'avais enfin trouvé la stabilité, ils voulaient me la retirer, en réclamer une part pour eux-mêmes. Un après-midi, juste au moment où je pensais avoir tout vu, Brian est apparu à l'improviste. J'ai ouvert la porte et je l'ai trouvé là, debout, l'air débraillé et anxieux. Il avait toujours été si calme, si sûr de lui, mais maintenant, il semblait presque désespéré. « Jessica » a-t-il dit doucement, « j'ai besoin de te parler. » Je me suis écartée, le laissant entrer, même si tous mes instincts me disaient de garder la porte fermée. Il est entré dans mon salon, regardant autour de lui comme s'il ne s'attendait pas à ce que je m'en sorte aussi bien. C'était une petite victoire de voir la surprise dans ses yeux. « Brian, que veux-tu » ai-je demandé, croisant les bras. Il a soupiré, passant une main dans ses cheveux. « Écoute, je sais que les choses n'ont pas toujours été faciles entre nous, mais la vérité est que j'ai besoin d'aide. Nous en avons tous besoin. » J'ai haussé un sourcil, attendant qu'il continue. Après le décès de papa, les choses ont été difficiles. L'entreprise qu'il a laissée ne va pas bien, et avec Daniel à l'université, c'est beaucoup. Et maman, eh bien, elle ne le prend pas bien. J'ai ressenti une pointe de colère lorsqu'il a mentionné Linda, mais j'ai gardé mon expression neutre. Je suis vraiment désolée, ai-je dit, d'une voix calme. Mais je ne vois pas en quoi c'est ma responsabilité. Il m'a regardé avec un mélange de frustration et d'incrédulité sur le visage. Jessica, nous sommes une famille. Est-ce que cela ne signifie rien? Je l'ai regardé fixement, me demandant comment il osait dire cela après tout ce qui s'était passé. Famille, ai-je répété, d'une voix glaciale. Tu parles de la famille qui m'a ignoré, m'a exclu et a clairement indiqué que je n'en faisais pas partie? La famille qui a décidé que je ne valais rien jusqu'à ce que j'aie de l'argent. Brian a ouvert la bouche pour répondre, mais je l'ai interrompu. Laisse-moi clarifier les choses, ai-je dit d'une voix ferme. J'ai construit cette vie moi-même. Je n'ai reçu l'aide d'aucun d'entre vous, et je ne vous dois rien. Vous pouvez accepter cela ou partir. Il m'a regardé avec une lueur de quelque chose qui ressemblait à de la culpabilité dans les yeux avant de finalement hocher la tête. Sans dire un mot de plus, il s'est retourné et est parti, me laissant là, debout, le cœur battant la chamade. Après cela, les lettres et les appels ont cessé. C'était comme s'ils avaient enfin compris que je n'allais pas céder, que je n'étais plus la fille effrayée et seule qu'ils avaient connue autrefois. J'avais construit une vie par moi-même, une vie dont j'étais fière, et aucune manipulation ou culpabilisation ne me l'enlèverait. C'était comme si ma famille était en mission, déterminée à me soutirer jusqu'à la dernière goutte de compassion et chaque dollar possible. Après la visite désespérée de Brian, la pression n'a fait que s'intensifier. Les appels et les messages ont recommencé, mais cette fois, ils étaient moins subtils, plus agressifs. C'était comme s'ils avaient abandonné toute prétention de gentillesse et qu'ils allaient droit au but. Linda appelait presque tous les 2 jours, alternant entre des supplications larmoyantes et des accès de colère flagrants. « Jessica, comment peux-tu être aussi sans cœur » sanglotait-elle. « Nous sommes ta famille. Après tout ce que nous avons traversé, tu ne penses pas que tu nous dois quelque chose ?» Elle ne s'est pas arrêtée là. Mon oncle Steve, qui avait à peine été présent dans ma vie auparavant, a envoyé un long courriel m'accusant d'être égoïste et avare, me rappelant tous les bons moments que nous avions partagés quand j'étais petite, des souvenirs qui, d'après mes souvenirs, n'existaient que dans son imagination. Chaque message était imprégné de culpabilité et de droit, comme si je les avais en quelque sorte escroqués de leur héritage légitime. Un jour, Linda s'est présentée à mon appartement. J'ai ouvert la porte et je l'ai vue là, debout, le visage marqué par la frustration et ce qui ressemblait à une tristesse forcée. J'ai hésité, mais elle m'a poussé, s'installant sur mon canapé. « Maman, tu ne peux pas entrer comme ça », ai-je dit, essayant de garder ma voix calme. Elle a regardé autour d'elle, ses yeux se posant sur la décoration, sur les petites touches que j'avais ajoutées pour faire de cet endroit mon chez-moi. « Tu vis dans un tel luxe, Jessica. Tu te rends compte à quel point tu es égoïste ?» s'est-elle moquée. J'ai croisé les bras, refusant de la laisser m'affecter. « Wax. Je vis dans un appartement d'une chambre et je travaille pour tout ce que j'ai, Linda. » Elle a soupiré de façon dramatique, comme si elle était déjà épuisée. « C'est plus que suffisant pour une personne. Pendant ce temps, ta famille souffre. Tu sais que les frais de scolarité de Daniel ne sont pas bon marché, et Brian a des problèmes avec l'entreprise. » Je l'ai interrompu,
incapable de contenir la colère dans ma voix. Et c'est ma responsabilité? Tu as pris tes décisions, Linda, et Richard aussi. Vous avez décidé de me mettre de côté, de me traiter comme si je n'étais rien. Maintenant que j'ai quelque chose que vous voulez, je suis soudainement de la famille. Son visage s'est tordu avec un mélange de colère et de frustration, mais elle n'a rien dit. Après un moment, elle est sortie en trombe, claquant la porte. Quelques jours plus tard, j'ai reçu une lettre d'un avocat représentant ma famille. Apparemment, ils essayaient de réclamer l'héritage de tante Marie, alléguant une obligation familiale et affirmant que mon égoïsme leur causait des difficultés. Je ne savais pas si je devais rire ou pleurer. C'était absurde, mais cela ressemblait à une trahison à un niveau que je ne pouvais pas tout à fait traiter. Ils ont eu recours à des menaces légales, essayant de me manipuler pour que je leur donne ce qu'ils estimaient leur revenir de droit. J'ai immédiatement appelé ma propre avocate, Rachel Lane, la même qui m'avait guidée tout au long du processus initial de l'héritage. C'était une femme dure et sensée qui avait le don de se faire prendre au sérieux. Quand je lui ai parlé de la lettre, elle n'a pas semblé surprise. « Jessica, ces choses arrivent tout le temps », a-t-elle dit, d'une voix calme et rassurante. Les gens deviennent désespérés lorsqu'ils se sentent en droit à quelque chose qu'ils n'ont pas. Examinons de plus près leurs réclamations et voyons à quoi nous sommes confrontés. Elle a étudié les documents qu'ils avaient envoyés, analysant le jargon juridique et les faux prétextes qu'ils avaient inventés. En quelques jours, elle a découvert la vérité, tout était une imposture. Les documents qu'ils avaient présentés étaient faux, une tentative maladroite de me faire chanter pour que je leur donne une partie de l'héritage. Ils étaient même allés jusqu'à falsifier des signatures et inventer des difficultés financières pour étayer leurs réclamations. Rachel m'a appelé à son bureau avec un sourire triomphant. « Jessica, ils bluffent. Tous les documents qu'ils ont présentés sont faux ou exagérés. Ils n'ont aucun fondement juridique. » Une vague de soulagement m'a envahi, mais elle a été rapidement remplacée par une colère profonde et lente. Jusqu'où était-il prêt à aller? Ils mentaient, conspiraient et essayaient de me manipuler, tout cela au nom de la famille. J'avais l'impression de les voir pour la première fois, dépouiller des masques qu'ils avaient portés pendant des années. Rachel a déposé une réponse, rejetant leurs prétentions avec une contre-argumentation détaillée qui ne laissait aucune place au doute. En une semaine, nous avons reçu un avis indiquant que leur avocat avait retiré l'affaire, se retirant tranquillement face aux preuves de Rachel. Mais cela ne s'est pas arrêté là. Linda était loin d'en avoir fini. Juste au moment où je pensais que les choses se calmaient, j'ai reçu une autre plainte, cette fois de ma propre mère, exigeant 4 millions de dollars pour dommages émotionnels et perte de soutien familial. J'ai regardé les papiers avec incrédulité. Linda était prête à me traduire en justice, à traîner mon nom dans la boue, tout cela pour un chèque. Je me suis assise en face de Rachel dans son bureau, le poids de la trahison m'oppressant. « Peut-elle vraiment faire ça ?» ai-je demandé, la voix tremblante d'un mélange de colère et d'incrédulité. Rachel a secoué la tête, une détermination de fer dans les yeux. « Jessica, cette poursuite est sans fondement. Elle n'a aucune base sur laquelle s'appuyer. C'est une mesure désespérée, rien de plus. Nous allons la faire rejeter. Fais-moi confiance. » La date du procès est arrivée rapidement, et même si j'appréhendais de revoir Linda, j'étais prête. Rachel m'avait préparée à tous les scénarios possibles, et je me sentais plus forte que jamais. Linda était assise de l'autre côté de la salle d'audience, avec une expression froide et inflexible, comme si elle croyait qu'elle avait raison. Mais au fur et à mesure que Rachel démolissait ses affirmations, exposant les accusations sans fondement et le manque de preuves, l'assurance de Linda a commencé à faiblir. Il n'a pas fallu longtemps au juge pour prendre une décision. Il a rejeté la plainte de Linda avec préjudice, ce qui signifie qu'elle ne pouvait plus la présenter à nouveau. J'ai ressenti une vague de satisfaction en sortant de la salle d'audience, enfin libérée de ces tentatives de me contrôler et de me manipuler. J'avais gagné, non seulement au tribunal, mais aussi en reprenant ma vie à la famille qui avait essayé de me détruire. Au cours des semaines suivantes, j'ai pris la décision de couper les ponts avec eux. Ce n'était pas facile, mais je savais que je ne pouvais pas continuer à les laisser empoisonner ma vie. J'ai bloqué leurs numéros, supprimé leurs messages et chargé Rachel de gérer toute autre communication. J'en avais fini avec les mensonges, la manipulation, le cycle sans fin de trahison. Au lieu de cela, j'ai concentré mon attention sur les personnes qui avaient été là pour moi tout au long de cette épreuve. Sarah, Marissa et quelques amis proches qui m'avaient soutenu sans poser de questions. Ils avaient été mon roc, ma famille dans tous les sens du terme. J'ai réalisé que je n'avais pas besoin de l'approbation ni de l'acceptation de personnes qui voulaient seulement m'utiliser.